Salut, salut! Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois qui va traiter des caradrons. Donc, invité exceptionnel cette fois, encore une fois, le spécialiste Île-de-France des caradrons. Merci. Consultant à mes heures perdues. Exactement. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu te présenter et nous expliquer un peu ton passif caradron? Alors, moi, c'est Simon, les Finfin. Je joue Caradron. Je joue AOS depuis la bêta V1, donc premier manuel du général. Et je joue Caradron depuis un an et demi. J'ai fait un peu d'Iron Joe au début. Je suis passé sur les Skaven. Voilà, donc j'ai joué pas mal d'armées sur AOS. Et puis, j'ai eu... Les Caradrons, ça me tapait dans l'œil depuis un moment. Et puis j'ai profité d'une bonne affaire pour me lancer dedans, voilà, il y a un an et demi. Ouais. On est parti au Nottingham tous les deux, faire un petit tournoi, un des premiers en caradron peut-être? Ouais, je pense, enfin, surtout sur du meeting engagement, c'était plutôt cool. Et puis, dernier que j'ai fait, on était encore, enfin, pas dans la même équipe, mais à la méga bash, où je spammais encore des clowns de car. Ouais, avec une grosse Iron Cloud et t'as collé quelques beaux culs quand même. Quelques-uns, ouais. J'en ai pris un, merci JB, mais un beau cul, mais j'en ai collé quelques-uns, ouais. Je crois qu'il y a un Iron Joe qui s'en souvient, n'est-ce pas? J'espère. J'espère qu'il s'en souvient pas mal. Désolé à toi si tu es là. Donc voilà, donc vous l'avez compris, tu as pas mal pratiqué le BT en V1 du coup. Ouais. Et là, du coup, gros chamboulement quand même sur ce BT. Ouais, comme beaucoup de joueurs Caradron, on s'attendait qu'il y ait un BT qui tombe parce que voilà, c'est le moment du revamp de tous les BT V1. On s'attendait à ce que ça arrive et puis du coup grosse excitation. Puis après il y a les annonces qui sont tombées, les previews, on s'est dit waouh, ça va être génial. Puis après il y a la première lecture du BT et puis là on retombe quand même vachement en pression. Et puis bon, voilà, à force de le lire, il y a quand même, voilà, il y a des nouvelles mécaniques cool qui peuvent être exploitées, mais c'est vrai que c'est un gros chamboulement. Même la nature même de l'armée, en V1, on était vraiment glace canon, où tu arrivais, tu mettais une grosse rafale tour 1 sur le mec, et t'encaissais rien, donc il fallait vraiment lui mettre la soudure au début. Et là, on envoie vachement moins la soudure, mais par contre, on encaisse énormément plus. Donc voilà, la nature de l'armée aussi a changé, donc c'est vraiment limite presque une nouvelle armée à reprendre en main. Ouais, c'est ça, donc il y a quand même, c'est un BT avec beaucoup de mécanique. Ouais. Moi, du coup, qui essaie de le travailler un petit peu quand même en amont, parce que j'essaie de faire sérieux. Il fait ses devoirs. Voilà, c'est franchement dur à prendre en main et déjà surtout quand on n'est même pas habitué à le voir, à trop l'étudier en V1. Ouais. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en main et on va essayer de dégrossir un peu tout ça aujourd'hui. Donc écoute, est-ce qu'on peut commencer peut-être avec un petit peu de fluff sur Ouais, ça marche. qui sont ces nains volants qui ont l'air de venir de 40 000? Ouais. Alors en fait, les Caradrons, donc à la base, c'est des grandes sociétés duardines de Chamon. Et en fait, il y a eu un événement, en fait, c'était un royaume qui avait été créé par Gruni, donc le dieu forgeron des nains de Battle, et qui avait créé un royaume pour ses enfants. Donc les sociétés du Hardin, on parle des golems, on ne sait pas trop ce que c'est, mais voilà, donc c'est les habitants de Chamon. Et Tsench a voulu un peu faire son beurre au milieu de tout ça. Il a fait appel, il a ramené un monstre. C'est un monstre, le Mania Griffon, quelque chose comme ça. Donc c'est un monstre magnétique et qui perturbe toutes les richesses naturelles et toute la technologie de toutes les sociétés autour. Ce faisant, les Duardins, les humains qui vivaient là, ils ont voulu lui latter la gueule. Sauf qu'en faisant ça, le Mania Griffon, il a ouvert une faille du chaos et donc il y a eu une invasion de démons du chaos en Chamon. Donc ça a été une grande guerre, une grande période de souffrance. Les Duardins sont arrivés un peu au bord de l'extinction. Et certains clans, certains royaumes Duardins, avec l'éther or, donc ça c'est une mécanique et un truc qui est très important chez les Caradrons, ils ont réussi à créer une technologie permettant d'être plus léger que l'air. Et donc, ils ont construit des immenses forteresses volantes grâce à cet éther or. Le sol était
il a été en péril, les cavernes étaient en péril, donc la seule solution, c'était la voie des airs. Donc, ils ont créé des forteresses pour s'enfuir de cette invasion du chaos. Ok, donc à l'origine, c'est vraiment des nains classiques, quoi. C'est des Les Duardins, vrais Duardins, voilà, old school. barbus, ils ont la même taille, la barbe, la même propension à la bière, etc. Par contre, ça va vraiment s'arrêter là. Ils ont une approche de la vie, de la société, etc., qui est vraiment différente des Duardins, ou même ce qu'on pouvait connaître dans Tolkien, enfin voilà, les trucs classiques. Là, les Caradhons, ils sont plus du tout sur la royauté, les grands Tans, etc. Les Caradhons, c'est de la méritocratie. On peut très bien être un orphelin des bas-fonds et devenir le plus grand amiral du monde. C'est un peu l'histoire de Grunson, le perso nommé Caradhon. C'est quelqu'un qui s'est extrait du bas de la société pour devenir le mec le plus puissant chez les Caradhons. Ok. Voilà. Donc grande société. En termes d'alliance, par exemple, ils se situent comment? Est-ce qu'ils sont prêts justement à avoir des échanges avec n'importe qui tant que ça leur apporte Voilà. Il y a... pas trop de morale? Non. Non, il n'y a pas trop de morale. Le fameux code Caradhon, donc c'est un truc qui régit toute la société Caradhon, que ce soit l'équipement d'un bateau, que ce soit les traités commerciaux, même sur le pillage. Il y a des articles qui vont parler du pillage, comment on peut faire pour répartir des richesses de pillage. Des gens très organisés, quoi. Voilà. Il y a seul un truc, une seule espèce ou entité avec qui ils ne traitent pas, deux, c'est les démons et les êtres immatériels. En fait, il y a un article qui, depuis le nécroséisme de Nagash, les Caradhons ne bossent pas avec les spectres. C'est interdit. D'accord. C'est interdit, c'est trop de problèmes, on ne traite pas avec eux, point. Donc ils ont essayé, ils ont vu que... Ils ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ah d'accord, ok. Voilà. Mais ils ont quand même tenté. Voilà. Mais par contre, ils bossent avec les Ossiarques, par exemple. C'est ça. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais, il y a un stratopore qui bosse avec les Ossiarques. C'est un stratopore qui est connu pour le rossel d'ivoire et qui va traiter avec les Ossiarques et avec les Stalac, les Staliarchlords. Les Staliarchlords, voilà. Les Staliarchlords, c'est l'armée de cavalerie, c'est la frange de cavalerie des Ossiarques. Et donc, ils leur recèlent de l'ivoire et les Staliarchlords leur ont dit bon, bah, c'est tant par mois, sinon, si vous n'y arrivez pas, on vous défonce. Quoi. Ok, en plus, c'est assez marrant parce qu'on en avait parlé avec Miladin et les Staliarchlords, c'est la loge donc de cavalerie des Ossiarches qui, au moment de prélever la dîme dans les peuples qu'ils vont conquérir, impose une taxe qu'ils savent eux-mêmes impossible à pouvoir rendre pour aller les sabater derrière. Donc, ils tentent pareil avec les Caradhons. Sauf que les Caradhons sont quand même réputés pour l'arnaque. Ils ne font jamais un contrat ou un pacte s'ils ne sont pas sûrs d'y avoir un intérêt ou de pouvoir te glisser une quenelle à un moment. Donc à mon avis, ils ont peut-être réussi à trouver un truc. Mais bon, dans le BT, il y a une petite histoire qui te parle de ça. Et ils te disent que bon, ça commence à être de plus en plus chaud de receler de l'ivoire. Ouais, les Staliarchlords, c'est pas les mieux pour dealer avec. Non. Mais en même temps, les Caradhons non plus. Hein. Si tu veux dealer avec les Caradhons, tu sais que tu vas y perdre. Okay. Et en termes de guerre, comment ça se passe? J'imagine qu'ils doivent pas avoir le même esprit tout pour la guerre, du coup, comme ce que ça peut être pour les Fyreslayers. Non, on est vraiment sur du business. En fait, c'est limite une armée de mercenaires. D'accord. Ils vendent leurs services, que ce soit du transport de fonds, de personnes, de matériel, que ce soit de l'escorte, hein, que ce soit... Tout service est monnayable chez les Caradhons. D'accord. Tout service est monnayable. On est vraiment sur des corsaires qui vont... voilà, il y a... on va te parler d'Ironclad qui vont faire du transport de personnes. Donc, c'est vraiment des routes commerciales, comme des bus, en fait. Ils font vraiment tout. Maintenant, tout se monnaie et ils n'hésiteront pas, si tu n'as plus de quoi payer, bah, te foutre dehors alors que le bateau est en plein vol. Ok, d'accord. De vrais opportunistes. Voilà, exactement. On est sur c'est des opportunistes et voilà, tout se monnaie au prix fort. Okay. Et par exemple, ils n'ont pas de souci à les dealer, même avec les Skaven par exemple.
On n'en parle pas. D'accord. Le seul moment où on te parle des Skaven, c'est quand les Caradhran sont allés dans leurs anciennes cités pour aller récupérer des trucs et ils ont lancé une guerre contre les Skaven. On ne Ok. te parle pas de deal particulier avec eux. Il faut quand même qu'il y ait une société ordonnée, je pense, avec une monnaie. D'accord. Donc, pour pouvoir gagner un peu de bif, quoi. C'est le but. C'est ça, c'est la seule finalité de l'armée. C'est la seule finalité. On te classe les stratopores, donc c'est les grandes villes Caradhran, on te les classe pas par puissance militaire ou quoi, c'est la thune. D'accord. Il y a une arborescence de tous les stratopores par rapport à leur argent. Ok. C'est la seule hiérarchie qu'on ait sur les stratopores. Et c'est marrant du coup parce que même dans le, du coup alors ça c'est un truc que Games aime beaucoup faire, c'est que ça se retranscrit aussi dans les règles. Voilà, certaines capacités qui font que ça va être lié à des dus, à des trucs monétaires, etc. Donc voilà, bah, écoutez, je pense qu'on va passer tout de suite au bon petit guide des achats Caradhran. Alors, en guide des petits achats, les bons plans, il n'y en a pas non plus des masses. Ça reste quand même une nouvelle armée AOS. Donc déjà, il n'y a pas beaucoup d'entrées. Le seul bon truc, c'est le start collecting qui est vraiment... Enfin, faut pas réfléchir, faut l'acheter quoi. C'est dedans, il y a les 4 meilleures entrées du Battle Tome. C'est étonnant. Hasard. Mais voilà, il y a un Gunhauler. Le Gunhauler, c'est le petit bateau, donc qui est pas là parce que j'allais pas tout ramener. Mais voilà, il n'était pas joué avant. Il a énormément profité du nouveau Battle Tome. Il a vraiment gagné. Donc voilà. Et puis 150 points, il est génial. Il y a des Grunstock. Les Grunstock, c'était pas super joué. Enfin, c'était super joué au tout début du BT. Ils se sont pris un méga nerf. C'est le seul War Scroll qui a été changé sur un manuel du général. Donc, il était plus du tout joué. Et là, ils se sont pris un up. Ils ont pris 2 PV chacun. Enfin, ils sont à 2 PV. Ils ont une règle pour gagner des tirs supplémentaires quand ils sont au CAC. Enfin, et puis après, il y a l'Endrin Master. Donc lui, c'est le mécano. Et bon, on va en parler, mais les bateaux, ils sont vraiment sur le devant de la scène Caradhran. Donc ce petit mécano, il répare en fait les bateaux. Il a des petites capas en plus grâce à ses artefacts. Mais déjà, en fait, c'est un perso qui va réparer les bateaux. Et comme c'est central en V2, bah, il le faut, quoi. Ok. D'accord. Et donc, tu m'avais parlé qu'à un moment, il avait existé une vieille Battle Force Ouais, avec des arcanautes. C'est une très très vieille Battle Force qui est sortie voilà, pendant la V1 du Battle Tome, peut-être en 2017, Ouais. quoi. Donc elle est plus trouvable, elle est plus vendue sur la boutique en ligne, dans les magasins. Ça reste un bon plan, si vous l'avez, parce que ça fait quand même de la matière. Après, il y a beaucoup d'arcanautes dedans. Ouais, ils ont morflé. Et les arcanautes, par rapport à la V1, ils ont vraiment baissé en capacité, ils sont moins forts. Donc, niveau opti, c'est pas opti. Par contre, bah, ça fait quand même des points à pas cher. Donc, c'est toujours intéressant pour le joueur narratif, pour les parties entre amis, c'est cool. Après, je suis pas sûr que ça vaille l'effort de la chercher à tout prix. C'est ça. Je pense que si on la trouve comme ça par hasard, bah, prenez-la, c'est jamais un mauvais achat. Après, si on veut vraiment de l'opti, faut se concentrer sur les start co. Ok, ouais, c'est vrai qu'il n'y a que ces 2 boîtes et après, du coup, il faut aller piocher dans les petites boîtes de 10 arcanautes, Voilà. les petites boîtes de... C'est 3, ils sont vendus par 3 ceux-là. Les ballons, c'est par 3, ouais. Après, il y a les blisters de héros. Après, il y a les bateaux qu'il faut acheter. Ça va dépendre de la liste. Est-ce qu'on a besoin de la frégate? Est-ce qu'on a besoin de l'Ironclad? Donc ça, c'est le gros, l'Ironclad. Ça, c'est le gros bébé, le cuirassé, ouais. 510 points. Bon, on parlera un peu de ça, mais c'est le gros bébé. Et puis après, c'est le plus petit bébé. C'est ça. Le moyen bébé, après, il y a le tout petit bébé qui t'a pas ramené la frégate. C'est le Gunhauler. Pardon, le Gunhauler, ça c'est la frégate et l'Ironclad. Voilà. Sinon, voilà, il y a la boîte Éterroir, si elle est encore dispo. Il la faut parce que dedans, bon, il y a 6 ballons. C'est jamais perdu, les ballons. Mais il y a le nouveau perso dedans, et le nouveau perso, c'est une tuerie.
Ça, c'est un must-have. C'est difficile de faire une liste où tu dis pas, tiens, j'ai 200 points, il rentre. Ok. Euh, Et par rapport au... Alors, on tourne la vidéo après l'annonce de Games qui nous dit qu'ils vont recommencer à revendre les persos spé des boîtes. ouais, Donc, mais Dame Nalouf, etc. Ma question, c'est est-ce que lui, il y est? non, il n'est Non, pas dans le d'accord. listing. Je pense que la boîte Etherwar, elle est trop récente. Ouais. Peut-être qu'elle est encore dispo dans certains magasins. Mais voilà, ce perso, enfin, ils ont vraiment mis le paquet dessus. Ok. Que ce soit sur son profil, que ce soit ses artefacts ou ses traits de commandement spécifiques, il est exceptionnel, quoi. Ok. D'accord. Donc, voilà, si vous avez l'occasion, soit de Foncez. vous procurer moitié Etherwar, soit même le perso si vous le trouvez. À foncer. Ok. Et puis voilà, c'est tout. Après, sinon, c'est que des boîtes séparées. Il n'y a pas d'autres kits. Ok. Donc on va passer tout de suite à l'analyse un petit peu vraiment du Battle Tom et voilà, qu'est-ce qu'il y a dedans aujourd'hui. Avant ça, comme c'est quand même un BT qui a beaucoup changé et qui est resté quand même très longtemps, on va dire dans sa première version, Ouais. je pense qu'on va essayer de parler un petit peu de vraiment qu'est-ce qui a changé, comment on avait tendance à le jouer avant, que ça soit voilà, quelles étaient les unités intéressantes et qu'est-ce qui était le plus représenté, en tout cas pour avoir un peu d'opti et voilà, comment on va avoir tendance maintenant à le jouer. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de voilà, comment c'était principalement en V1 et qu'est-ce qui a vraiment changé avec l'arrivée de ce BT tout récent? Ouais, alors Caradron en V1, c'est un Battle Tome qui s'est un peu transformé parce que il y a eu des changements dans les War Scrolls. Je pense que c'est vraiment le premier BT où Game Workshop a un peu perdu les pédales en faisant des War Scrolls trop forts par rapport à la méta du moment. Je parlais des Grunstock Thunderer tout à l'heure, donc ces mecs-là, qui avaient en fait... il y a 5 armes différentes dans la boîte. Et donc ils ont, parce que c'est des mercenaires professionnels, ils sont très bien équipés, etc. Et en fait, ils avaient une arme, c'est le mortier portatif. C'était un mortier qui tirait à 24, je crois, Ouais. 24 ou 36, quelque chose comme ça. Pas de rend, dégâts d3. C'est top. Donc tu pouvais en mettre un par mec. Donc tu te faisais des pâtés de 20 gars, donc ça te faisait 20 tirs de mortier. À 24 pas, dégâts d3. Tu prenais ton chémiste, il disait, cette unité-là, elle aura plus une attaque sur toutes ses armes. Donc ça te faisait 40 tirs de mortier par pack de 20 Thunderer avec Chemist. Et donc tu spammais ça, et tu avais un truc infâme. Premier manuel du général, ils ont dit, bah, le Grunstock c'est fini, le mortier, il est plus à 24, il est à 12, et en plus tu peux le mettre que 1 tous les 5 maintenant, au lieu d'en mettre 5 tous les 5. Donc ça quand même double nerf, ça fait mal. Le Chemist, pareil, s'est pris un double nerf. On a dit, bah, maintenant, son plus une attaque, c'est que pour une seule unité, et c'est qu'une seule arme. D'accord. Donc, bon. Le joueur Caradron, il a dû un peu voilà, réfléchir à d'autres trucs. Après le Grunstock, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'Arcanaute. Et l'Arcanaute, il avait une arme de ouf, c'est le Skyhook. Parté 24, Reine-2, dégâts des 3. Qu'on voit tout le temps dans tous les petits packs, enfin qu'on voyait tout le temps dans tous les packs d'Arcanaute. Ouais, et puis on pouvait à l'époque en mettre 3 par tranche de 10. Moi, je jouais souvent des packs de 30 Arcanautes, donc ça fait 9 Skyhook. Le Chemist, il dit on booste les Skyhook, ça fait quand même 18 tirs de Skyhook à portée 24. Les Arcanautes, ils avaient un petit bonus pour taper les héros. Bon, il n'y a aucun héros qui se sent serein quand il y a des mecs qui tirent à 24, à Reine-2, ils touchent à 3 sur les héros, c'est du dégât des 3, bon, ça fait suer quoi. Ça fait suer des fesses. Du coup, c'était pas mal. Et c'est surtout ce qu'on voyait. On voyait du Chemist, parce que c'est le perso emblématique pour cette capacité-là. Petit bonhomme là-bas. Celui-ci. Ouais. On voyait de l'Arcanaute avec du Skyhook. Et après, il y a eu la liste compétitive Caradron qui s'est imposée pendant 3 ans. Enfin, imposée non, mais c'est celle qu'on voyait tout le temps. Tu voyais un joueur Caradron, il jouait ce qu'on appelle la Clown Car. Tu prenais un Ironclad et il pouvait transporter 25 mecs. Bon, on lui mettait 25 mecs dedans. Les ballons,
en fait, pouvaient s'accrocher à l'époque à l'ironclad ou à n'importe quel bateau sans limitation. D'accord. Et c'était autant de pauses qu'on avait en moins. Il y avait une espèce de règle un peu floue, comme ils savent bien faire, où en fait on déployait le bateau et on disait bah, cette unité-là elle est dedans, on la met de côté. Cette unité-là elle est dedans, on la met de côté. Et c'était des pauses qu'on avait en moins. Donc tu pouvais arriver sans bataillon à avoir 2 pauses. Ok. Et tu prenais le bataillon, donc tu étais en une seule pause. Mais c'était vraiment, c'était fort. C'était fort et donc voilà. Tu avais ça, tu lui mettais une petite frappe en profondeur sur ton ironclad, donc tu pouvais te déployer à 9 pas de ton adversaire et pas à plus de 9, tu te déployais à 9. Tu déployais tout le monde et après t'envoyais la foudre. Hein. Tu prenais des petits ballons, les Endrin Riggers, avec des scies sauteuses. Qui découpe franchement et fort. tu allais voilà, découper en face de nombreux packs sont morts. Sous les scies de tes... Ouais, des Mokrocha, des Gordrak. C'est ça. Les deux en même temps. Au T1. Ouais, au T1, ouais. Voilà. Donc c'était une armée qui jouait, comme on a dit, vraiment glass cannon, Ouais. beaucoup de rend, Ouais. beaucoup de rend, des capacités spéciales contre les monstres et contre les volants. Alors les volants, c'est le Stratoport Barak Zilfin. D'accord. Qui donnait relance touche et blessure de 1 contre les volants pour toute l'armée. Ce qui est ultra violent. C'est ça, ouais. Donc... Tu tombais sur un nid de net, le mec il disait ah, zut. C'est clair. Et encore, eux, ils ont la capacité d'ignorer un peu de rend. Oui, mais tu relançais touche et blessure de 1 sur toute son armée. Donc c'était... voilà, ça pouvait créer de grosses surprises. Après, le souci, c'était vraiment la durabilité de l'armée. T'encaissais rien ou très peu. Si tu loupais ton T1, les parties étaient très rapides en Caradron. Contre un joueur Caradron ou même en jouant en Caradron, tu savais dès le T1, T2 comment toute la partie allait se dérouler. Parce que si tu n'impactais pas au T1, tu allais ramer toute la partie. Et si le mec il te lavait un peu au T1, bah, tu avais perdu. D'accord. C'était très dur de remonter. Ok. Et là, du coup, avec ce manuel général, c'est quelque chose qui a beaucoup changé dans l'approche. Ouais, ils ont, avec le nouveau Battle Tome, ils ont vraiment revisité l'armée, déjà dans son, voilà, comme je disais, dans son âme, où on est passé moins d'un glace canon à quelque chose d'un peu plus durable. Voilà, les Grunstock, ils ont gagné un PV, il y a les règles de garnison. Voilà, ils ont... En plus, ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont pris 2 règles de base qui sont pas trop jouées, les règles de garnison. Enfin, moi, avant le BT, j'avais jamais lu la règle de garnison. Et les triomphes. Combien de parties j'ai fait où le mec ne prenait jamais son triomphe. Et ils les ont instaurés dans ce BT en faisant vraiment une mécanique de l'armée. Ouais, donc c'est vrai que c'est assez intéressant. On voit que sur les derniers BT, ils commencent à ajouter justement, chez Zench, on a vu qu'ils avaient une logique un peu de hidden agenda, en fait, des agendas à valider pendant la partie, vraiment des mécaniques qui changent, voilà, que ce soit les Ossiarches qui changent le système de CP, et sur Caradron, justement, ils instaurent vraiment, comme tu disais, les triomphes à l'armée, quoi. Et c'est quelque chose qui peut... Et c'est vraiment la mécanique propre de l'armée. Donc ils revisitent un peu des règles qu'on n'utilise pas, en disant bah tiens, on les remet sur le devant de la scène en disant tiens, bah, cette armée-là, elle va jouer énormément là-dessus. Voilà, les triomphes, ça existe, pensez-y. Ok. Et c'est vraiment intéressant. Bah, voilà, par exemple, les triomphes, chaque héros, bateau ou unité de 10 figurines ou plus va gagner ce qu'ils appellent une part des terres or. Donc voilà, sur le fluff, on est sur du butin. Et on peut le claquer n'importe quand dans la partie. Et on va pouvoir utiliser automatiquement un triomphe. Voilà, donc ça peut être tout. Ça peut être, on a un ironclad à 3+ de save, bah, il va claquer la relance des saves pour un tour. Ça peut être les Grunstock qui sont en 3+, 4+ au tir.
Bah tiens, on va claquer la relance des blessures ce tour-ci. Ouais, celui-là qui est extrêmement fort. Bah ouais. La relance des blessures sur une unité, typiquement, c'est une mécanique qui est. On n'est pas content quand notre adversaire a une armée qui blesse pas super bien, mais qui envoie vraiment du lourd, qui nous dit qu'il tombe sur ce triomphe-là, quoi, en tout cas. Ouais, et puis bah là, c'est automatique. Ouais. On a en plus un stratopore qui va nous permettre de gagner D3 par d'éther or en plus. On va avoir en plus une mécanique qui nous permet, bah tiens, cette unité-là, à la fin de telle phase, elle va gagner une part en plus. Voilà, on peut vraiment cumuler ces triomphes-là. Maintenant, il y a une contrepartie, et ça c'est quand même assez dommage d'avoir mis une mécanique d'armée propre, mais avec une contrepartie. À chaque fois qu'on claque une part d'éther or, l'unité qui l'a claqué, elle perd -1 en bravoure pour la partie. Ouais. Et ça, c'est... Enfin, je crois que c'est de tête, hein, c'est le seul BT où une mécanique d'armée te file des malus. Pour toute la partie en plus. Ça, c'est vraiment dommage. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, c'est la contrepartie. Bah, c'est vrai que le problème des triomphes, c'est qu'il y a des triomphes qui sont assez moyens globalement, Ouais. mais il y a des triomphes qui sont très forts, et c'est vrai que c'est peut-être pour essayer de contrebalancer un petit peu ça. Et après, il y a la règle de garnison. Donc là, pareil, qui était pas trop clair au début. Moi, je voyais sur le groupe Facebook Caradron, il y avait beaucoup de questions sur comment ça s'empile. Et qui a été un peu clarifié avec la fac qui est sortie, enfin les commentaires des designers, où en fait, un bateau, c'est une garnison. Donc la frégate et l'ironclad. La frégate, c'est une garnison de 15 figurines, l'ironclad, c'est 25 figurines. Qu'est-ce qu'on gagne à être dans une garnison? Déjà, toutes les figurines qui sont dedans sont protégées. Tu as -1 pour être touché. Donc c'est franchement pas mal. On peut commencer en étant... la partie, on peut commencer en étant déjà engagé dans la garnison. Donc... Est-ce que ça me permet de gagner des pauses ou ça compte quand même comme des pauses? D'accord. Ça compte quand même comme des pauses. Ça a totalement changé depuis la V1. Justement, c'est pour ça que le commentaire des designers a pas mal clarifié, parce que la règle de garnison, elle n'est pas claire. Elle n'est pas forcément claire. Et j'oubliais, on gagne aussi plus en sauvegarde en étant dans une garnison, ce qui est quand même pas mal. La garnison, d'ailleurs, c'est une mécanique qui existe de base, voilà. Qui est assez peu jouée. C'est vrai que moi, il me semble qu'on l'a vu qu'à la méga bâche de mémoire. Je ne me souviens pas l'avoir vu ailleurs, parce que c'est une règle qui est quasiment jamais jouée en fait. Bah, faut les décors pour, et puis c'est encore une règle en plus qui est vraiment très particulière, qui va amener... Tout joueur caradroit en V2 va se poser des questions sur comment les problèmes se règlent. Parce qu'elle n'est pas forcément très claire. On te dit bien que les figurines, quand elles sont en garnison, ne sont pas sur la table. Mais est-ce que ma capacité comme ça marche? On se posait vraiment plein de questions. Et voilà, le commentaire des designers a apporté pas mal de clarifications dessus. Notamment le attention messire. Est-ce qu'un perso dans une garnison avec une unité de 10 figurines avec lui, est-ce qu'il a l'attention messire alors que la règle de garnison dit qu'il n'est pas sur la table? Et bien du coup, oui. Donc va taper un héros dans une garnison, il a +1 en save et -2 pour être touché. L'amiral, il est en 2+ de save, tu as -2 pour le toucher. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Bon, tu lui balances un trait mystique et puis on en parle. Ouais, non, c'est vrai que c'est plein de mécaniques qui sont, comme tu dis, qu'ils essaient de remettre en avant, qui existaient déjà, mais qu'ils essaient de vraiment pousser dans le jeu. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez intéressant. Ouais, bah, c'est vraiment l'essence du Caradron V2. En fait, c'est la garnison avec les bateaux. Voilà, ils ont vraiment mis le paquet sur les bateaux. Ils ont apporté plein de nouvelles règles. Voilà, la garnison qui... bon, du coup, c'est un peu plus clair par rapport aux règles V1 où en fait, rentrer dans les bateaux, c'était un peu... au début, ça pouvait être un peu de la filouterie, quoi. Là, du coup, c'est une vraie règle de garnison, etc. L'éther or avec les triomphes, là, on est vraiment dans l'essence même du Caradron V2.
Est-ce que tu peux nous parler du coup des autres mécaniques qui sont propres justement, les autres traits d'allégeance Caradron avant de rentrer dans les stratopores? Ouais. Alors, comme en V1, on a ce qu'on appelle le code Caradron et qui est représenté en jeu. En fait, on va choisir un article du code, un amendement et une note de bas de page. Donc, on aura trois effets qui vont affecter toute l'armée. Donc, en général, un article, c'est vraiment une mécanique d'armée globale. L'amendement, ça va être vraiment des situations plutôt spécifiques. Et la note de bas de page, c'est un effet une fois dans la partie. Celui qu'on n'oublie pas, là, le D3BM, c'est ça? Voilà, que j'ai toujours oublié en V1 mon D3 mortel, ce qui est quand même assez des fois triste. Hein. Surtout quand tu laisses un édolon à un PV. Ça, c'est le talent. Ouais, c'est le talent. Le joueur belge se reconnaîtra sûrement. Ouais. Et puis après, on a en dernier truc les stratopores qui sont voilà, comme des temples, Les loges, les guildes. les bosquets, les machins, voilà. On connaît, donc il y en a 6, les 6 plus grands spatiopores Caradron. Et du coup, si on prend un spatioport, on n'a pas besoin de prendre l'article, l'amendement et la note de bas de page, ils sont déjà choisis pour nous. D'accord, ça veut donc dire qu'on peut jouer sans stratopore. Voilà, si on joue sans stratopore, on aura le choix de l'article, de l'amendement et de la note de bas de page. Par contre, en général, le Skyport, les notes de bas de page, etc., ont des effets un peu plus boostés, voire inédits. D'accord. Et en plus de ça, on a quand même le trait de commandement et les artefacts propres au stratopore Alors, ça dépend. On a les traits de commandement et les artefacts génériques. Et après, on a dans les Skyports, on a les taxes, toujours, du trait de commandement, de l'artefact ou on a un peu des traits de monture pour les bateaux. Ils appellent ça les merveilles d'Indriénerie, en français dans le texte. Mais voilà, on a toujours cette taxe-là qui existe. Après, des fois, c'est très spécifique. Par exemple, Barak Zilfin, le trait de commandement n'est imposé que si notre général est un amiral. Donc si c'est pas un amiral, on ne peut même pas prendre, alors que le trait de commandement est super fort en Barak Zilfin, dès qu'on fait une capacité de commandement, sur un 5+, on récupère un PC. Mais il faut absolument prendre un amiral pour ça. D'accord, donc ça va vraiment, le stratopore va vraiment orienter carrément ton choix de héros, de général, etc. Des fois, ouais. Pour Barak Zilfin, oui, le choix de l'amiral se pose vraiment. Après, sur certains autres, non, pas vraiment. C'est beaucoup plus générique. Par exemple, on a Baraknar, donc c'est le plus grand spatioport du monde. Son trait, c'est que tous les héros peuvent dissiper à +1. Donc ils peuvent dissiper ou conjurer à +1. S'ils peuvent le faire déjà comme le navigateur, ils en font une deuxième. Mais ça, c'est quel que soit le héros. Ça, c'est super fort, quoi. C'est super fort. Après, en tant que joueur Caradron, ma façon de régler la magie, c'est de tuer le sorcier en face. Ouais, ça, c'est plus radical. C'est plus radical et puis ça évite de s'embêter à faire de la dissipation, quoi. Pourquoi se faire chier? Voilà, c'est assez relaxant quand t'es magicien face à du Caradron, le mec il a pas de dissipation. C'est vrai que peut-être de jouer Baraknar, ça amène des surprises. Après, je suis pas sûr que face à du Hallowers ou du Nagash, qui ont des +4 pour lancer des sorts, est-ce que d'avoir une dissipation à +1, est-ce que ça va vraiment changer la donne? Je suis pas sûr. C'est clair. Surtout que derrière, il y a des spatioports qui sont vraiment très intéressants et qui prennent le devant de la scène. Je parle de Barak Zilfin. Barak Zilfin, le trait de l'armée, c'est que tout le monde court à 6 automatiquement. Tout le temps. Ça, c'est génial. Et la note de bas de page, si on peut choisir n'importe quelle unité Caradron de l'armée, elle va faire un mouvement en face de héros. Et n'importe quel mouvement. Ça peut être une FEP d'un bateau, ça peut être juste une course, un désengagement. C'est ça. Et ça ne compte pas
dans les restrictions du tour habituel. C'est-à-dire qu'on peut se désengager en face de héros et tirer derrière normalement. D'accord. Donc c'est assez... voilà, il prend vraiment le devant de la scène. Il y a Barracurbaz aussi, qui est un... Donc lui, c'est un spatioport qui permet de gagner D3 points d'éther or en plus sur des unités. Donc ça, c'est génial. Et lui, sa seule taxe, c'est qu'il faut mettre une merveille d'ingénierie à un bateau. Donc ça nous laisse le libre choix de l'artefact sur le perso en plus. D'accord, donc les traits on va dire les traits de monture, tu vas les choisir sur chaque bateau ou ça se passe comment? Pour chaque artefact que tu as pour un héros, tu as un trait de monture. D'accord, ok. Donc un bataillon te débloque un artefact et un trait de monture en plus, et D'accord. ainsi de suite. Il y a Barak Zilfin où de base tu en as un en plus. Donc même si tu joues pas de bataillon, tu as 2 bateaux qui auront des merveilles d'ingénierie. D'accord. Voilà. Donc là, c'était vraiment pour moi les 2 spatioports qui ressortent le plus, Barak Zilfin et Barracurbaz. À l'heure actuelle, sur les tournois qu'on a vus, c'est les 2 spatioports qui ressortent le plus. Après, voilà, on parle beaucoup de Barak-Tring. Donc moi, c'est mon schéma de couleur. Et c'est ceux qui peuvent s'allier avec tous les Duardins. Et c'est celui qu'on voyait en se disant « Ah, top méta, on va pouvoir s'associer à du Fireslayer. Et pour le moment, c'est pas celui qu'on voit le plus en tournoi. D'accord, donc ça veut dire concrètement tu peux embarquer des Horse Guard dans tes bateaux? Non, parce qu'il faut un mot-clé particulier, c'est le mot-clé marin. D'accord. Que n'auront pas les Fireslayer. Ok, d'accord. Ils auront d'autres bonus dans le spatioport, mais ils ne pourront pas profiter du mouvement du bateau. Ok, donc tu les prends, tu peux prendre les autres Duardin en allié, mais Tout du Hardin, tu peux même prendre Gotrek, et ils ne sont pas comptés en alliés, ils sont vraiment dans le spatioport. Okay. Donc ils profitent de toutes les règles du spatioport. D'accord, donc ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo, c'est un spatioport qui met des rancunes. Donc on va distribuer des 3 rancunes sur l'armée en face, et ça nous permet d'avoir des rerolls. Donc même les Horse Guard vont gagner des rerolls sur ces unités-là. D'accord. Donc il y a moyen que ce soit de faire des blagues. Après, c'est des mecs qui vont se traîner, quoi. Ouais, ça aurait été marrant d'avoir ce genre de mécanique en V1 avec justement potentiellement avoir des Horse Guard, on va dire en ligne de CAC, et après une armée extrêmement létale de tir juste derrière. Alors avant, j'imagine principalement avec les Arcanautes, peut-être maintenant avec avoir une autre unité, en tout cas, on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Tout est possible, on peut même mettre Gotrek en non-allié, du coup, il est compris dans l'armée. Il compte même pas dans le pourcentage d'alliés. Puis après, c'est toujours cool d'avoir d'autres Duardins dans l'armée quand même. C'est clairement peut-être des brise-fer ou des longues barbes, des... Oui, ou les canonniers, là, je me souviens jamais de leur nom. Les Iron Drake. Les Iron Drake. C'est ça, ouais, donc là vous pouvez vraiment avoir typiquement... on peut ressortir toute la collection. C'est ça, ouais, du brise-fer, du Fireslayer et du Caradon ensemble, quoi. C'est ça. Et qui profitent vraiment de tous les traits du Stratoport. Voilà. Par contre, bien sûr, pas d'éther or, ni la règle de garnison, mais ça peut... on peut toujours réfléchir à des trucs, du gyrocoptère aussi. Claquer du gyrocoptère, donc on aurait nos bateaux qui avanceraient avec des petits gyrocoptères à côté. Ok, je te propose peut-être qu'on essaie de passer un petit peu sur les différents War Scrolls, en tout cas, pas forcément de manière exhaustive, mais que toi tu verrais intéressant dans cette nouvelle mouture du BT. Ouais, ça marche. Alors déjà, l'Arcanaute compagnie qu'on peut voir ici, clairement, elle est plus aussi létale qu'avant. Alors, elle a baissé en points, elle est passée à 90 points au lieu de 120. Donc c'est pas mal, elle a gagné +1 en save, ce qui est quand même plutôt cool. Et son bonus de +1 à la touche, maintenant, c'est que quand elle est dans une zone d'objectif, à 9 pas autour d'un objet. Donc clairement, c'est des mecs qui vont venir choper des objets. C'est du petit pack de 10 qui va se poser sur un objectif, qui va un petit peu mitrailler. Le seul problème, c'est qu'ils ont baissé toutes les portées des armes. Ils ont toujours leur N-2. Alors, toujours la N-2 sur le Skyhook, mais il n'y en a plus qu'un par tranche de 10. D'accord. Donc c'est peu. Ça tire plus qu'à 18, plus à 24.
Donc c'est un tir à 18 Rennes-2. Ouais, c'est pas... C'est un peu du gamble, Hmm. c'est un peu du gamble. Mais ça Ah, permet d'avoir un peu de masse, justement, dans une armée pure Caradon, en tout cas. ouais, bah, et puis c'est la seule battle line de base. Il y a d'autres manières de gagner des battle lines, dans le choix du stratoport, dans le choix du général, qui vont nous permettre de débloquer d'autres lignes. Mais sinon, la seule ligne de base, c'est l'Arcanaute. Clairement, le Thunderer, pour moi, c'est le War Scroll qui a pris le plus gros up possible. Ils ont gagné un PV Le petit chacun. bonhomme là-bas. Ceux-là, là, avec la petite pierre de serment. Ils ont pris un PV chacun. Ils ont gardé les mêmes armes. En fait, le War Scroll, il a quasiment pas changé. Sauf le plus 1 PV. Et maintenant, s'ils sont au corps à corps, ils gagnent plus 1 en tir. Le seul problème, et ça fait partie un peu des grands paradoxes de l'armée, c'est que s'ils sont en garnison, ils n'ont pas ce plus 1 au tir. Voilà, ça c'est un peu le problème de l'armée, c'est qu'on te vend vraiment la garnison, on te dit faut jouer des bateaux avec de la garnison, c'est ce que tous les joueurs Caradran attendaient. Et il y a énormément de trucs qui ne marchent pas en garnison, notamment ce plus 1, plus une attaque au tir. Et ils ont une arme, c'est le fumigator ici. Tout autour de lui, il met -1 à la touche. Si on est au corps à corps contre lui, toutes les figurines auront -1 à la touche. Ça ne marche pas non plus en garnison. Donc on a une arme qui est pas mal, la portée n'est pas terrible et tout, mais l'effet est cool. Mais bon, si on le met en garnison, ça marche pas. C'est ça, on te pousse à jouer en garnison et on te retire les bonus une fois que tu y es, quoi. Voilà, c'est un peu le grand paradoxe de l'armée, c'est d'avoir de la garnison, mais en fait, bah, tiens, ça marche pas en garnison. Ah, ça marche que si tu es en garnison. Et ça marche que si tu es au sol, mais que tu as des mecs en garnison. Enfin, des fois, c'est un peu compliqué. Voilà, on pourrait très bien mettre un fumigator, donc cette arme-là, sur les Thunderers, et dire, bah tiens, je les débarque, et comme ça, ils seront sur un objet avec ça. Mais en fait, c'est hyper contraignant de sortir d'une garnison, sauf si le bateau explose. Si le bateau explose, tu descends direct. Sinon, tu peux pas descendre le même tour où le bateau il a bougé, etc., ni dans la même phase. Enfin, c'est assez contraignant, mais bon, avec tous les bonus que ça t'apporte, fallait bien qu'il y ait une contrepartie, quoi. Ouais, c'est clair. On a après les Andrins et les Skywarden ici. Là, le War Scroll n'a pas bougé du tout. Ils sont toujours aussi forts qu'avant. Ils sont 3 tirs chacun, portée 12, Rennes -1, dégâts 1. Ils ont au corps à corps une seule attaque, mais Rennes -2, dégâts des 3. Donc ça, il y a moyen de faire des trous, quoi. La petite particularité des Endrin Riggers, c'est qu'en fait, c'est des mécanos. En fait, ils réparent les bateaux. Et donc là, en V2, ça prend encore plus d'importance parce que quand ils sont autour d'un bateau, en début de phase de héros, chacun lance un dé. Sur un 4+, il soigne 1 PV le bateau. D'accord. Donc c'est super intéressant d'avoir, on prend un Ironclad à 500 points, on ne veut pas qu'il tombe. 6 Endrin Riggers à côté, chaque tour, ça va faire 6 dés à lancer. Par contre, on les jouera peut-être plus en version corps à corps, mais peut-être plus en tir, avec des armes un peu spé de tir, et y rester à côté du bateau pour le soigner à tous les tours. C'est ça, ouais, donc ça permet de tirer et en même temps de soigner le bateau tous les tours au cas où il se fasse un peu trop sniper. C'est ça. Mais ça cavale beaucoup. 12 avec le vol, 2 PV, ça y va 4, et mine de rien, c'est une très bonne unité, ça a toujours été une bonne unité. Très létale, beaucoup de projections par rapport au reste de l'armée quand elle n'est pas dans les bateaux, donc c'est vrai. Alors elle peut jamais être dans les bateaux, parce qu'ils n'ont pas le mot-clé marin. Je disais par rapport qu'il y a beaucoup de mobilité par rapport aux autres unités quand les autres unités ne sont pas dans les bateaux, quoi. Ah oui, bien sûr, pardon. Ah oui, c'est le mouvement de 12, c'est super impressionnant. Ils sont même pas obligés d'être à côté du bateau. Ils peuvent très bien aller en fin de tour aller catcher un autre objet. Voilà, en baraque Zilfine, il court automatiquement de 6, ça fait 18 de mouvement pour un nain. Sur le dernier objet qui manquait, tiens, je vais là. C'est clair. Non, c'est top.
Des socs de 32, donc ça se faufile un peu partout. Ça peut pas mal. Vraiment une petite unité de snipe si on les joue pas vraiment pour soigner le bateau, quoi. Ouais, et puis c'est une menace qu'on peut pas trop ignorer parce que voilà, le mouvement de 12, derrière quand même, il tire à 12, c'est 3 tirs chacun. Ouais. Avec juste les armes de base, c'est pas les armes spéciales. Ils ont accès aux harpons, ils ont accès à des mitraillettes qui font 6 tirs chacune. Mine de rien, il y a un tel potentiel de saturation avec Rend, parce que même la rifteuse, elle a de la Rend. Bah, j'avance de 12, je tire à 12, bah, ton petit perso, ton petit nécromancien qui est planqué, il est pas serein, Il quoi. va faire la tronche. C'est clair. Sinon après, en unité, enfin phare, bah, il y a les bateaux. Voilà, l'Ironclad, ça reste le phare Ouais. de l'armée, c'est emblématique. Puis c'est le plus gros, quoi. Ouais, c'est magnifique. Franchement, c'est une figue qui est magnifique. Ouais, Par contre, elle coûte super cher. 510 points. Ouais. 510 points la figue, donc Elle a pris un gros up en points avec la V2, mais ça s'explique par tous les bonus qu'elle a gagnés. Les armes maintenant, les Sky Canons, avant ne faisaient qu'un tir, dégâts des 6. Maintenant, déjà, quand on a un Sky Canon, on a le choix entre 2 munitions. Soit on fait du D6 tir, soit on fait un tir, dégâts 6. C'est pas dégâts des 6, c'est 6 flat, arène -2. Okay. Donc voilà, on gagne ça, on gagne la garnison. Enfin, voilà, on avait déjà la garnison, mais là on a vraiment un intérêt de rester dedans pour avoir le plus 1 en save. Tous les bateaux ont gagné des règles de frappe en profondeur. Maintenant, tous les bateaux, à chaque tour, peuvent faire des frappes en profondeur. Donc c'est une armée qui a un vrai redéploiement permanent. On peut très bien dire, bah, je suis là, voilà, je vais là. Même au corps à corps. D'accord, même au corps à corps. Okay. Même au corps à corps. Ils peuvent se désengager d'un corps à corps. Ils ont la règle d'ailleurs désengagement et tir. On peut soit faire une frappe en profondeur, soit on peut juste dire, bah, tu m'as chargé, bah tiens, je vais juste là-bas et je peux quand même tirer. Et tous les mecs dedans peuvent tirer aussi. Donc mine de rien, c'est des règles qui sont... ils méritent d'avoir pris ce up en points parce que il y a vraiment gagné. Okay. C'est combien de PV? 16 PV? Non, c'est 18 je crois. 18 PV, donc bon, c'est un truc qui est quand même assez compliqué à tomber. Il a pris plus en save. Ouais, alors ça c'est... Ouais, il me semble que l'ensemble, globalement, les bateaux sont un peu plus tanky qu'avant. Ouais, oui. Surtout l'Ironclad en fait. Le plus 1 en save lui fait vraiment plaisir. On lui met un petit gunhauler à côté qui lui donne une invulnérable à 4+. Bon, il va être... Et voilà, 6 ballons à côté. Bon, l'Ironclad il tombe pas, quoi. C'est clair. Ça se soigne, ça a son invu derrière. Il a son triomphe pour relancer les saves. Bon, voilà, l'Ironclad, faut le tomber. Et il tabasse en attendant. Il tire bien comme il faut, et les mecs dedans tirent aussi bien comme il faut. Sachant qu'il y a une petite feinte, c'est que même si le bateau est au corps à corps, les mecs dedans ne sont pas comptés comme au corps à corps. D'accord, ok. Donc si tu charges le bateau est obligé de te tirer dessus, mais les mecs dedans peuvent tirer ailleurs. C'est... Bon, c'est fluff, mais bon, en termes de jeu, ça... Faut y penser, quoi. C'est clair. Bon, en tout cas, ça apporte vachement de mécanique justement à cette armée qui, voilà, par rapport à ce genre de petite règle, quoi, être capable de planquer tes gars dans une unité qui en même temps vont s'amuser à tirer ailleurs, etc. Ça donne vachement de possibilités. Tu as vachement de mouvements avec tes vaisseaux, donc. Ça fait vachement de surprises. Et d'ailleurs, sur la frappe en profondeur, les ballons peuvent suivre. Et ça aussi, c'est cool. Où avant, en fait, les ballons en fait, étaient accrochés au bateau et se décrochaient, mais c'était assez limité. Là, quand on fait un redéploiement, une frappe en profondeur avec un bateau, 7 ballons, jusqu'à 7 ballons, peuvent s'accrocher et suivre. Donc il fait avec ses mécanos, quoi. Hein, il fait avec ses mécanos, bien sûr, bien sûr. Et ça donne vraiment une projection excellente parce que cette règle-là, justement, de s'accrocher,
c'est dans les 6 pouces d'un bateau, Mm. mais quand tu le redéploies à 6 pouces. Mm. Donc en fait, tu peux vraiment les faire Ouais. se mettre bien devant. Voilà, il y a vraiment un truc cool à faire avec ce redéploiement-là. C'est ça, donc une unité qui vaut 510 points, mais qui globalement, Les vaut. normalement nous les rend bien si on la traite bien, quoi. Voilà, si on lui donne un peu d'amour et un peu d'attention, elle vous fera plaisir. L'Ironclad, c'est mangez-en. Il n'y a pas de problème. En plus, il y a du fer, c'est bon pour l'organisme. Après, il y a la frégate, Le petit, le moyen. le moyen. Le moyen, donc c'est un petit transport, Mm. 15 figurines maximum. Voilà, pas grand-chose de plus à dire. Il est, Une c'est mécanique de fait. voilà, mécanique de FEP, exactement comme l'Ironclad. Le désengagement et le tir comme l'Ironclad. La seule différence, c'est que il y a moins de figurines dedans, ça vaut moins cher, Mm. et c'est pas les mêmes artefacts. D'accord. On a des artefacts réservés à l'Ironclad, ou à la frégate, ou au gunhauler, qui sont bien différents. La liste d'artefacts de la frégate n'est pas exceptionnelle. Elle brille pas. Là où l'Ironclad, il a accès à des trucs vraiment bien sympas. Et le gunhauler aussi. Mais voilà, la frégate. Après, c'est intéressant d'avoir un transport pour quasiment 250 points Ouais, de c'est moins. ça, ouais. Pas être obligé de payer un énorme. Voilà, ça permet d'avoir plus de petits, plus de mobilité sur la table. Ouais. Donc, Et de pouvoir menacer 2 flancs. Moi, c'est ce que j'avais testé une liste avec 2 frégates chargées de Thunderer. C'est sympa de pouvoir dire tiens, là je vais là je vais plutôt rester ici, plutôt que de dire j'ai tout au même endroit et je fais un all-in comme au poker. comme au Caradon V1. Ouais, ça demande un peu plus de neurones, quoi. J'apprends à réfléchir. Sinon après, le petit bateau. Le petit bateau, le gunhauler, c'est pas un transport, sauf si on lui met l'artefact qui va bien, qui lui permet de transporter 5 figurines max. Par contre, c'est 150 points et il a quasiment le même canon que l'Ironclad. Ouais, donc sur ce que j'avais vu justement, c'était des listes où on allait jouer vachement plus de gunhauler, Ouais. mais du coup plus dans une logique d'impact vraiment pour tirer, pour shooter, quoi, que d'avoir un transport. Voilà, quoi. Si on recherche pas le transport, et puis en plus voilà, avec si on joue baraque urbase, le gunhauler devient ligne. Donc on peut très bien se faire une liste avec 6 gunhaulers qui vont tous, parce qu'ils ont aussi le redéploiement, la frappe en profondeur, le désengagement et le tir, ils peuvent très bien aller faire du harcèlement. Tiens, il y en a un sur l'objet. Et voilà, sur des scénarios, voilà, ça a été dit dans d'autres vidéos, mais sur un scénar à 6 objets, on peut être partout. On peut être partout, menacer un coin. Ça ne fera pas non plus énormément de dégâts, mais... En termes de résistance, on est comment par exemple sur les petits gunhaulers? C'est du 12 PV, ça y va 4. D'accord, donc c'est quand même pas si simple que ça à tomber, quoi. C'est Behemoth, quoi. Voilà, pour 150 points, c'est quand même assez cool, quoi. C'est très correct. Surtout voilà, avec ce redéploiement en permanence qui est... voilà, on va l'impacter. Si on ne l'explose pas en un tour, il va se barrer, il va te retirer dessus, quoi. Et ça changera rien. Donc voilà. Ok, donc on a vraiment les deux gros bateaux qui vont être là en moyen, gros transport. C'est ça. Qui vont apporter des bonus de garnison, dont on va parler, et puis vraiment les petits qui vont plus être des sortes de mitraillettes, enfin de tourelles volantes, quoi. Exactement. Vraiment plus pour l'impact, quoi. Pour l'impact ou en soutien d'un transport. Parce que justement, s'il y a un gunhauler qui est à proximité d'une frégate ou d'un ironclad, c'est une invue à 4 sur le gros bateau. Ouais. Donc on peut vraiment arriver sur voilà, un ironclad. Bon, après, c'est 150 points à lui rajouter, mais c'est un ironclad qui gagne une invue à 4+, en plus, quoi. Un petit pack à 660. et sans rien dedans. Après, il faut rajouter les Thunderers dedans. Mais bon, il y a vraiment moyen de... Le gunhauler, il a vraiment plein de petits intérêts. Il a vraiment gagné. C'est pour ça que je disais le start collecting. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Le gunhauler, il a vraiment gagné plein d'utilités. Même sa liste d'artefacts, elle est cool, quoi. Il manque un ironclad dans le start co, en fait. Ouais, c'est vrai.
Bon, ça ferait cher le Startco quand même. Coûte plus cher que le Startco, C'est exactement. clair. Donc ensuite, on a les petits héros. C'est ça. On a Commencer par le roi déchu, le kémiste. le kémiste, ouais, bah ouais, c'est une grande tristesse un peu. Le kémiste, c'était vraiment le perso, tu t'en jouais, Emblématique. voilà, t'en jouais deux et tu jouais pas d'autres héros, ça servait à rien de toute manière. C'est en fait, quelque part, son profil, il a pas bougé, il y a juste sa capa qu'ils ont totalement changé. La capa qui donnait plus une attaque à une arme, bah maintenant, en fait, c'est une relance des 1 à la blessure. Bien sûr, ça ne marche pas si tu es en garnison. Donc c'est un peu le problème, c'est que bah, le kémiste, il a quand même 4 de mouvement. Bon, bah, soit on le laisse camper sur un objet avec une autre unité, mais si on veut utiliser ces redéploiements de bateaux et profiter de la vraie mécanique de l'armée, bah, en fait le kémiste, il va jamais utiliser sa capa parce qu'on ne peut pas l'utiliser dans un bateau. Donc voilà, c'est vraiment le gros perdant pour moi de ça, parce que bon, une relance des blessures de 1, c'est cool, mais en fait, tu peux pas l'utiliser dans un bateau. Ouais, puis en plus, quand on a des triomphes qui nous permettent de relancer toutes les blessures, ça devient un petit peu moins intéressant aussi, quoi. Alors bon, c'est Ouais, pas mais le là, même prix, mais et puis il n'y a pas de contrepartie. Il c'est met vrai. pas -1 en C'est bravoure, et il peut le faire à tous les tours. Mais bon, voilà, c'est vrai que lui, il a énormément perdu. Ouais, on en voyait dans toutes les listes à base d'arcanautes, et à raison d'ailleurs. Bah, la clown car, c'était deux kémistes, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. A priori, le grand perdant de ce BT avec les arcanautes, quand même, bah, le pack en fait, hein, le pack arcanaute kémiste qui est passé de, je vais pas dire de tout à rien, mais qui a pris un grand coup, quoi. Ouais, voilà, en fait, le kémiste, il est vraiment redescendu dans son rôle de support. C'était, voilà, maintenant, on le verra un peu moins, quoi. On le verra parce qu'il a un artefact réservé qui est ouf. C'est le sort dans une bouteille, où en fait, si on met cet artefact au kémiste, on peut acheter n'importe quel sort persistant du jeu. D'accord, ok. Donc, Les sorts génériques ou les sorts d'armée. Et on peut, quand on l'utilise donc en phase de héros, il est lancé automatiquement et on ne peut pas le dissiper sur le tour. On ne peut pas tenter de dissipation. Donc tu veux quel est ton vortex, tu veux quelle est ta comète de Sigmar, ça passe automatiquement. Donc vraiment, sans restriction, c'est sans restriction d'allégeance, d'armée. Tu peux très bien aller chercher les sorts Ossiarch, que les sorts Skaven, Stormcast. Ils ont précisé dans le design, dans les commentaires des designers, c'est n'importe quel endless spell du jeu. D'accord, donc comme tu disais, le Vortex Skaven. Le Vortex Skaven qui est... Voilà, sur les listes de tournois qu'on voit pour le moment, c'est le Vortex Skaven qui est le plus joué. C'est vrai qu'en plus, lui, il est extrêmement fort. Il a été nerfé via un changement de coup en points, aussi de portée. Mais ouais, c'est une espèce qui vaut 100 points et qui est super fort, quoi. Donc, ça fait du 2d3 mortel en zone. Si tu peux plus courir, tu n'as plus le mouvement, vol. c'est clair. C'est fort. Qu'on peut pas dispel en plus, donc ouais, ça c'est là, extrêmement fort. Et puis voilà, passe auto, donc on n'a même pas de se dire « Ah, je l'ai recruté, je vais peut-être pas pouvoir le lancer ». Là, ça passe auto, et le tour où ça passe, bah, ça passe. Pareil, la comète de Sigmar qui va tomber, bah, elle va tomber, quoi. Ouais. Voilà, donc on risque de le voir pour cet artefact-là. Ouais, en plus, ça ouvre vraiment plein de possibilités sur des combos dans des armées improbables, quoi. On va aller regarder tous les BT, tout ce qu'il y a à piocher pour voir vraiment le combo qu'on cherche. Et ce qui était assez rigolo, c'est que juste avant la sortie de ce BT et des reviews qu'on pouvait avoir, j'avais ma collection d'Endless Spell et je disais bon allez, je me motive, je la finis de peindre, tu vois, je finis de la peindre. Et puis ça sort, je vois ça, et je dis ah bah, putain, j'ai eu le nez. T'aurais pas des infos avant tout le monde, toi? Peut-être. on en parle après, si tu veux. C'est ça. Ok, ouais, donc ouais, un artefact qui est hyper intéressant, qui sauve quand même un peu le... Qui sauve le kémiste, et on va le voir, voilà, quand on le verra, c'est pour ça. Ouais. Sinon, un perso qui a perdu mais gagné en même temps, c'est le Navigator. Donc c'est lui. Donc c'est le seul perso qui dispel de l'armée, de base.
Donc là, il a été up dans le sens où maintenant il peut aussi conjurer, ce qu'il ne faisait pas avant. Battle Tome V1, on parlait que de dissipation. Ça fait mal. Maintenant, il peut conjurer, c'est quand même plutôt cool. Il a été nerf parce que il avait une capacité sur un 3+, toutes les figurines ennemies qui avaient le vol, dans les 18 pouces autour de lui, within, eh ben, elles avaient le mouvement divisé par 2, elles perdaient le vol, parce qu'il invoquait des bourrasques, etc. Et ben maintenant, c'est plus qu'une seule unité. Donc, bon, on est passé d'un truc gadget, mais qui pouvait être très drôle, contre du Nightone, contre de l'Idonette Muren. L'Idonette, ouais. Voilà, mais c'était un peu gadget, que là, bon, c'est qu'une seule unité, bon, c'est encore plus gadget. Et le personnage qui a combien de points, celui-ci? Il est à 90 points. D'accord, ça reste pour compléter une liste, quoi. Voilà. Par contre, son petit plus, c'est qu'il va booster le mouvement des bateaux, donc ça c'est pas mal. Et il a un petit artefact qui va permettre d'aller chercher un petit +1 à la touche au tir. Pour tous ceux qui vont, en gros, c'est une fusée éclairante, et toute ton armée va gagner un petit bonus à la touche pour cibler ce mec-là. Ok, donc on désigne un peu un système de rancune, entre guillemets, qu'on désigne une unité sur laquelle tout le monde va s'énerver. Ouais, bah là, dans le fluff, c'est une fusée éclairante en disant il faut tirer là-bas, quoi. Okay. C'est quand même assez fort d'avoir un +1 à la touche avec. Voilà, après, il faut aller chercher cet artefact. Donc déjà, on voit que si on joue ces deux persos, bah, on a deux artefacts super intéressants, quoi. Mais bon, c'est un petit perso qui n'était pas trop joué en V1. Tu le jouais en V1 parce que c'était une taxe d'un bataillon. Tu étais obligé de jouer 3 persos et le navigateur c'était le moins cher. Donc tu allais le chercher, mais sinon on ne le voyait pas. Donc là, on va peut-être le voir un peu plus. Voilà. Intéressant, mais voilà, si vous avez de la place, des artos à rentrer en plus, quoi. Voilà. Ensuite, on a l'Endrin Master que j'ai pas ramené. Donc tu as deux versions, tu as la version à pied et la nouvelle version donc, volante avec son petit dirigeable. La version à pied, elle a beaucoup gagné. Maintenant, c'est un mécano, donc comme on joue plus de bateaux, un mécano c'est super important. Le petit soigne de D3. Alors il faut faire attention parce que dans le Battle Tome français, il y a plein de coquilles, il y a plein d'erreurs. Dans le Battle Tome français, il soigne de 3. Parfait. Alors qu'en fait, il soigne de D3. Et c'est celui volant qui soigne de flat, de 3 fixe. Donc voilà, il faut faire attention. Mais voilà, c'est pas mal. Il a une bonne liste de traits de co et d'artefacts. Celui sur dirigeable, il est exceptionnel. Donc c'est celui de la boîte Ether Wars. Voilà. Déjà, il a... bon, voilà, c'est les mêmes traits de commandement que le petit Endrin Master à pied. Voilà, rien de transcendant, il y a des trucs cool. Par contre, sa liste d'artefacts, elle est folle. Celui qu'ils ont voulu mettre en avant, quoi. Ah ouais, bah c'est achetez-le. Bon, il vaut 220 points quand même, mais déjà, tu peux lui mettre un artefact. Sur 3+, il ignore tous les sorts autour de lui et la mortelle. Il dit ça, je m'en fous. Voilà, je passe. Bon. Il en a un. Ça lui permet de FEP comme les bateaux. Ok. Donc lui, tout seul, il peut FEP. Sympa. Donc il peut suivre les bateaux. Oui, ou même pas besoin. Okay. Il peut aller ailleurs. Pour les soigner, par exemple, je pensais. Ah, mais après, comme c'est un volant, il peut déjà s'accrocher au tour. D'accord, ok. Mais il peut, comme c'est un peu un assassin, parce qu'il a voilà, les 6 sauteuses, lui, il a 3 attaques de 6 sauteuses de base. D'accord. Il a en plus 3 armes de tir différentes. Donc c'est un bon perso pour aller tuer des gens. Beaucoup de mobilité. En plus, donc voilà, ça lui permet de gagner encore plus de mobilité. Et sinon, il a un petit artefact, c'est la bombe à phosphore. Donc déjà, rien que le nom, c'est de la poésie. On choisit une unité, on lance un dé. Sur un 2+, c'est une mortelle. Sur un 1, il se passe rien. Et puis on recommence. Ça me rappelle... le masque du grand Gorgue. Le masque. Voilà. Et ça continue jusqu'à ce qu'on fasse un 1 ou que l'unité soit morte. D'accord. Ouais, donc si on est joueur, ça peut être... c'est un 2+. Ouais. Ça se tente, tu vois, ça se tente. Et c'est à la phase de tir. Ouais. C'est-à-dire qu'il peut avancer de ses 12 dans le mouvement et aller faire ça. Ouais.
Donc c'est vraiment Ouais, sur des petits héros à pied, vous avez sur quand des même petits, de mais même vraies chances de les tuer, quoi. sur un, je sais pas, un pack de Mortec par exemple. Ouais. C'est du 1 PV. Il y a peut-être moyen que ça croustille, De quoi. faire péter un câble à votre adversaire en faisant pas de 1 sur 30 dés, en le regardant bien droit dans les Voilà, yeux. dans les yeux, tu le Dans les regardes. yeux. Alors, de Il n'y a plus, plus de pack. voilà. Voilà, je pense qu'il y aura toujours la frustration de se dire, tiens, premier jet de dés, j'ai Ouais. fait 1, mais C'est ça, donc qui se craque une fois par partie, j'imagine. c'est une fois par partie, mais il y a moyen que ça devienne un truc. Et alors là, le flou qu'on a, c'est de savoir, parce que le masque du grand Urgog, ça avait été faqué en disant que c'était un paquet de dégâts. Que même si on lançait un dé à chaque fois, c'est que c'était le total qui comptait. Là, par exemple, on ne sait pas si ça c'est un paquet de dégâts ou si c'est un dégât par un dégât. D'accord. Pour savoir, par exemple, à tout hasard, la bénédiction de Nagash, est-ce que ça marche ou pas? Est-ce qu'il se prend... 40 BM d'un coup. Est-ce qu'il meurt et ensuite il FEP? Ou est-ce qu'il se prend sa première mortelle, il FEP Ok. et toi ton artefact est... Ok. Ouais. Voilà, donc c'est un peu la question qui se pose. Mais bon, en tout cas, voilà, cet artefact... Personne ne tue Nagash avec ça, c'est évident. T'imagines, tué par une bombe à phosphore par un mec à 200 points Affreux, affreux. qui le regarde. Salut. Et puis voilà, les derniers persos, moi j'en attendais beaucoup. C'est l'amiral. L'amiral que j'ai énormément joué. Surtout en meeting engagement, je crois. En meeting engagement, Quelle horreur. en skirmish. Mais en skirmish, pardon, ce que je voulais dire. Ouais, il a un palmarès de casse impressionnant. La dome wheel de Clément, d'ailleurs, s'en souvient pas mal, plusieurs fois. Voilà, moi j'en attendais beaucoup. C'est un peu c'est un amiral. On met les bateaux à l'honneur. Bah, l'amiral, il doit être au top. Et en fait, première lecture un peu rapidement du War Scroll, il a gagné 4 capacités de commandement. Enfin, on se dit waouh, génial. Et en fait, on se rend compte que déjà il a pris un up en points, il est passé à 140. C'est cher. Et en fait, l'amiral, c'est la représentation de la contradiction du Battletome. C'est qu'il va booster le corps à corps pour une armée de tir. Il va faire des capacités de commandement en garnison, s'il est en garnison dans le même bateau, ou faire une capacité dans une garnison s'il n'est pas dans la garnison. Donc en fait, son War Scroll, c'est un vrai bordel. Et pour des trucs que tu peux déjà avoir accès sur des capacités de co ou sur des triomphes. Par exemple, il a une capacité de commandement qui donne +1 à la touche au corps à corps pour une armée de tir. Et tu te dis, génial, je pourrais mettre ça sur mes ballons. Mais non, c'est que sur des mecs qui sont en garnison. Ouais. Et tu te dis, bon, à quoi ça sert hein? Ouais, c'est ce que tu disais. En fait, toi, de ton point de vue, tu as l'impression qu'ils ont mis beaucoup de garde-fous sur des trucs où, en fait... Pour reprendre l'expression de Sarantai, ouais, il y a beaucoup de garde-fous, mais même au-delà de ça, il y a des contradictions. C'est que nos unités de CAC, de corps à corps, c'est les ballons. Mais le seul bonus qu'on peut avoir au corps à corps via l'amiral, c'est pour des mecs, c'est pour des tireurs. Ouais. Donc je vois pas trop l'intérêt. Pareil, le kémiste, sa capacité pourrait être cool, mais pourquoi on peut pas l'utiliser dans un bateau? Voilà, il y a plein de paradoxes et de contradictions dans l'armée. On va même des fois t'amener, il y a certains artefacts de bateaux qui te forcent à aller au corps à corps. Mais pourquoi est-ce qu'on amènerait nos bateaux au corps à corps? Enfin, ils se font exploser s'ils vont au corps à corps. Donc c'est un peu Petit regret. C'est le petit regret, pour moi c'est un gros paradoxe dans l'armée, c'est qu'on va booster le CAC et on a nerfé le tir, mais on leur a pas donné d'armes de corps à corps. D'accord, ouais. Voilà. Donc là on a fait le tour des War Scrolls. S'il y a le perso nommé qui est beau. Il a un fusil moustache. Ouais. Donc ça mérite. Et un haut de forme, ce qui mérite. Il est magnifique, ouais. Il est assez un peu plus costaud que les autres. Ouais, c'est du soc de 50, je crois. C'est un beau bestiau. Bon, il est pas. Voilà. Pour 20 points de moins, vous avez l'Endrin Master avec dirigeable. Ouais. Voilà, je préfère vraiment l'Endrin Master avec dirigeable.
il prend un intérêt si tu joues en Baraknar, parce que sa capacité de commandement ne marche que si tu joues Baraknar. D'accord. Euh, C'est capacité qui fait quoi du coup? Ça fait relancer toutes les charges à 18. D'accord. Donc c'est quand même c'est une capacité qui est assez bonne dans des armées de CAC, quoi. Voilà, mais par exemple, si on joue beaucoup de ballons de corps à corps, Ouais. avec ce mec-là, bon, en fait, on a toute l'armée pour un PC qui va relancer toutes ses charges à 18 autour de Brock, donc c'est plutôt cool. Après, c'est une grosse machine à tuer, il a pareil une 6 sauteuse, il a 3 armes de tir différentes. Mais voilà, pour 20 points de moins, vous avez l'Endrin Master avec dirigeable qui a accès à des artefacts et qui n'est pas limité par son spatioport. Ouais, non, c'est ça, c'est assez marrant en fait quand on parle de ce que tu présentes. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a des persos qui sont pas exceptionnels, qui sont un peu rattrapés par des artefacts en fait, Ouais. qui sont un peu sauvés par des artefacts. Ouais, donc nécessairement, on va avoir un peu moins tendance à se ramener sur des persos nommés s'ils font pas la différence par rapport à ces artefacts, quoi. Après, ma question c'est est-ce que, puisqu'il y a l'air d'avoir plusieurs artefacts qui sont intéressants, est-ce qu'il y a des bataillons qui se démarquent de ça pour aller en chercher plusieurs à droite à gauche? Il y a 3 bataillons et un méga bataillon. Bon, le méga bataillon, il est injouable en 2000 points. Mais on a 3 bataillons qui sont jouables. Il y en a un, voilà, qui... Les effets sont tous bien. Il y a un bataillon qui a un plus sur l'Ironclad qui va faire que tout le monde à 12 pouces autour de l'Ironclad est immunisé à la déroute. C'est plutôt pas mal. Par contre, il y a beaucoup de taxes. Déjà, les bataillons sont tous à 130 et 140 points. Donc, déjà, c'est un peu cher. Et qui demande, bah, voilà, le bataillon de l'Ironclad. Il y a déjà l'Ironclad. Il faut 3 personnages. Donc, il y a beaucoup de taxes. C'est parfois assez difficile, mais ça rentre. Et après, il y a un deuxième bataillon, c'est l'Escort Wing, qui va jouer avec les Gunhaulers et les Thunderers. Donc on prend les deux des meilleures entrées du BT, avec 2-3 autres trucs, il y a des Skywarden aussi, bon. Mais voilà, on prend les meilleures entrées du Battletome, on les met ensemble dans un bataillon qui a un effet plutôt cool, parce qu'on va désigner une unité ennemie, et on va gagner des bonus pour lui tirer dessus. D'accord. Donc ça, c'est un super bataillon à aller chercher, mais par contre, pareil, la taxe, il faut 2 Gunhaulers minimum, il faut une unité de Thunderer. Bon, voilà. En fait, ce qu'on a dit, les Gunhaulers étaient quand même assez jouables et assez sympas. Ah, super. Et donc, c'est pas... Mais il t'en faut 2 minimum, c'est 300 points. Ça, ouais. C'est ça qui... Déjà, c'est 300 points, plus 140 points de bataillon, plus les Thunderers. Quitte à en jouer, autant jouer au moins 10. Voilà, ça te fait déjà presque 1000 points dans ton bataillon. Enfin, tu peux vite monter dans les 1000 points. Voilà, et ce qui te permet de débloquer du coup autant de trades d'artefacts, enfin des artefacts que des trades enfin les merveilles d'ingénierie. Donc voilà, et puis c'est ton seul moyen maintenant de baisser les poses. Donc, c'est ça, donc on est très loin quand même de l'armée, on va dire, monopause et de gros impact avec... ça demande vraiment plus de réflexion. Et avant, tu prenais ton Ironclad, tu disais, allez, je mets 25 mecs dedans, c'est autant de poses en moins. Les ballons, ça compte pas. Allez, hop, 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 hop. Là, bon, faut réfléchir. Est-ce que je peux faire une liste type Skaven? Tiens, j'ai 10 poses, mais je suis pas sensible au premier tour. Ou tiens, je veux aller chercher le premier tour, je vais chercher mes bataillons, comment je fais? Est-ce que tu as des mécaniques de course et charge dans ce BT à aller chercher par exemple? Non. Non, d'accord. Non. Le seul truc, c'est que par exemple, si un amiral est embarqué dans un bateau, le bateau peut courir et tirer si tu payes ton point de co. D'accord. Sinon, tous les bateaux, enfin, t'as pas vraiment besoin d'aller le chercher parce que tes bateaux ils font des frappes en profondeur. Donc en fait, tu te déploies à plus de 9 de l'ennemi et tout le monde peut tirer. Et quand tu as des portées de 18 sur les fusils des Thunderers, bon, voilà, t'as pas besoin. Voilà. Puis t'es pas une armée de corps à corps. D'accord. Non, j'imaginais par exemple
dans le Stratoport où on avait automatiquement des courses à 6, si on partait sur une armée de ballons par exemple, ça pourrait être assez marrant Ah, ce serait pas dégueu. en Ouais. jouant le perso nommé, de se dire j'ai une armée qui va bombarder T1, course et charge en relançant toutes ses charges, ça pourrait être assez drôle quoi. Ouais, mais non. Mais non. Mais non. Non, tu vois, encore un truc limitant. Mm. On pourrait se dire, tiens, ouais, pareil, une liste full ballon, bah, moi, c'est quelque chose que j'adorerais faire, une liste avec 26 ballons de corps à corps, prêts à jeter à la gorge de l'ennemi. Euh, mais bon, trouver le spatioport qui te permet de mettre le plus en avant le corps à corps, c'est parfois assez difficile de trouver ça. Enfin, c'est Barakzon qui va te donner des bonus quand tu charges, mais du coup, c'est pas Baraknar, donc t'as pas la relance des charges de Brock. Bon, voilà, c'est un peu dommage. Alors, on va passer maintenant, maintenant qu'on est passé un petit peu sur tous les War Scrolls, à une partie d'idées de liste en fait que tu aurais, que tu as potentiellement testé justement depuis un bon mois et demi maintenant. Ouais, bah moi j'ai fait 3-4 parties déjà avec les Caradons, j'ai pu tester quelques trucs. En V2, enfin deuxième mouture. Ouais, ouais, non, ça fait juste 4 fois que je joue tout court. Alors moi j'avais parlé d'une liste full ballon, je l'ai pas encore testé, mais voilà, c'est quelque chose qui, je pense, peut quand même assez surprendre parce que selon le spatioport qu'on va choisir, ils ont vraiment des intérêts différents. Déjà, si on joue les Dream Master avec dirigeable, tous les ballons deviennent lignes. Ouais, ça c'est cool. Donc déjà, on n'a même plus de taxes à avoir sur les arcanautes. On peut vraiment jouer 100% ballon. Si on joue Baraknar, on va avoir voilà, la relance des charges avec Brock. Si on joue Barakzon, on va avoir l'artefact du spatioport qui file plus 2 attaques de scie au perso ballon. Ouais. Donc le mec, il arrive au corps à corps avec 5 attaques, 3 plus 2 plus raid moins 2. Il découpe n'importe qui. Dégâts D3 en plus, quand même. Beaucoup de dégâts D3 en Caradon d'ailleurs. Ouais. C'est random, mais c'est cool. Et puis ils ont plus 1 à la touche quand ils chargent. Donc mine de rien, ça fait des ballons qui sont en 3 plus 2 plus. Bah là, ce sera du 2 plus 2 plus. Ouais. Donc c'est vraiment pas dégueulasse. Grosse projection. Grosse projection. Après, peut-être plus en baraque Zilfin, du coup, avec la course auto à 6, où là, on va moins chercher le corps à corps, mais peut-être plus vraiment de noyer la table. Ouais. Et un peu comme ce que peuvent faire les Séraphons, à vraiment bloquer des coins avec peut-être plusieurs unités de 3. Alors ça ferait beaucoup de pauses. Tu t'inspires de la meilleure armée du jeu, quoi, d'ailleurs. Mais je m'inspire des meilleurs, toujours. Puis le seul plus gros cul que j'ai pris, c'est contre du Séraphon. Donc, normal. Ouais. Quand tu fais et qu'il te dit bah, tu vas faire plat bas, parce que j'ai noyé la table. Parce que j'ai toute la table. Voilà, Ici, là, c'est bien. C'est un peu frustrant, mais c'est comme ça. Voilà, ça c'est une liste qui me ferait vraiment rire. Après, en deuxième liste que j'avais réfléchi et qu'on commence à voir un peu en tournoi aussi, là sur le Cancon par exemple, c'est vraiment une liste comme avant la Clown Car, vraiment orientée autour de l'Ironclad. Sauf qu'on jouera plus d'Arcanautes, ou très peu, peut-être 10 pour la taxe du bataillon, ou 20 pour avoir des écrans. Mais on va le blinder de Thunderers pour leur tir à portée 18. Et en fait, on va refaire une Clown Car, mais avec un moins sur le T1, mais beaucoup plus sur la durée. Ouais. On fera les mêmes dégâts, même si le tour, on va claquer les triomphes, bah, les mecs ils vont passer à 4 plus relance, etc. Il y a moyen de vraiment noyer l'adversaire sous les dégâts, mais on sera moins sur l'impact du terrain comme avant. Après, on encaisse quand même mieux, donc... ils ont 2 PV, moins 1 pour être touché dans le bateau. Bon, et puis il passe à save à 3 aussi, donc il faudra vraiment tomber l'Ironclad d'abord avant d'espérer toucher les Thunderers, sinon ce sera trop long. C'est une armée qui est justement dans ce format-là de partir avec une Clown Car style un petit peu, qui sera, je pense, sûrement plus intéressante à jouer dans le sens où
on vomit pas son armée sur la table T1 pour on va dire, souiller le mec en face si on a un match-up avec. Ouais, mais c'était marrant quand même. Non, mais c'est vrai que c'est marrant. C'est vrai qu'en équipe, c'est typiquement le genre de truc qu'on a envie d'envoyer. C'est des match-up hyper tranchés dès le départ. Ouais. Enfin, qu'on avait en tout cas, comme la dernière Megabash, des match-up hyper tranchés dès le départ qui font que voilà, on a quand même de grandes chances si on tombe sur un truc qui nous plaît de le noyer si on se craque pas complètement. Bah, c'était moi ce que j'avais vécu à la dernière Megabash, hein, où j'ai été refusé 5 parties. On me disait, toi, T'étais banni. voilà, t'es banni, tu choisiras ton adversaire plus tard. Choisiras qui tu taperas. Mais c'est que c'était tellement agressif, les gens étaient tellement peu habitués, parce qu'on a Ouais. peu de caradrons, donc peu habitués à voir ça, que comment on gère ça? Bon, on verra ce problème-là après. Il y en a un qui va morfler. Voilà, et puis on verra. Et puis bah il y a des gens naïfs qui pensent que c'est un match-up favorable, et puis Ouais. en fait le mec il t'envoie deux mots crochets, quoi. Ouais. En fait, c'est assez marrant parce que c'était une des armées de tir qui avait la capacité d'être 100% sur toi au premier tour Ouais. et d'être très bas en pause. Donc d'avoir le choix de prendre le T1 la plupart du temps, Ouais. sauf contre les vieux BT, justement, Seraphon par exemple, Ouais. ou vieille Change Host, enfin nouvelle aussi d'ailleurs. Et en fait, c'est une armée qu'on voyait quasiment jamais, sauf à Mulhouse. Sauf à Mulhouse dans le nord-est. Voilà, on a assez peu de joueurs qui tournoient régulièrement avec ces armées-là. Ouais. Donc déjà, ça fait la surprise. Et en plus, c'est d'une létalité sans nom, quoi. Je veux dire, moi, je sais que je me prends ça sur mon armée de la DES où j'ai Neferata, 2 dragons zombies, et en plus, t'as moins de pause que moi. Sur l'ancienne version, j'avais aucune chance de serait-ce que de passer le T1, quoi. Ouais. Il me restait peut-être un dragon zombie éthéré avec un peu de chance de save, mais ça allait pas plus loin, quoi. Et donc, pour moi, c'est une armée qui, bon, clairement, faut digérer un peu tous les changements qu'il y a eu dessus, parce que c'est un BT qui est super dur à lire, et encore plus quand on n'est pas initié aux mécaniques Cardron, mais qui est sûrement plus profond dans sa manière de jouer, en tout cas, j'ai l'impression. Ça va, ouais, je pense que ça va apporter plus de saveur. Déjà, voilà, d'avoir remis les bateaux sur le devant de la scène, c'est ce que tous les joueurs Caradron attendaient. Enfin, tu joues Caradron, t'aimes un peu le steampunk, etc. T'as des bateaux volants, tu te dis ah yes, trop bien. Puis bon, en V1, à part jouer un Ironclad, bon, il n'y avait pas trop d'intérêt. Alors que là, vraiment, tu peux jouer 2 frégates, tu peux jouer 6 gunhaulers, tu peux jouer un Ironclad. Tu as vraiment moyen de vraiment jouer à un petit jeu d'avion, quoi. Et voilà, c'est vraiment du style. Puis c'est des figurines emblématiques de l'armée, quoi. Ils sont hyper atypiques en plus par rapport au reste De la gamme. d'AOS, c'est un truc de fou, quoi. C'est clair. Ça dénote complètement. C'est une des premières armées un peu what the fuck qu'on a eu dans AOS. Ouais. Sorti de nulle part. C'est clair parce que tu arrives à l'époque, on avait quoi? On avait Iron Joe, on avait Bone Splitter, on avait du Sylvanet, du Tsench, que des trucs qu'on connaît. Ouais, de la fantasy classique, quoi. Voilà, les Sylvanet, ça existait à Battle, les Iron Joe, c'est ni plus ni moins que des orques noirs plus. Puis putain, merde, des nains steampunk en bateau volant, mais oh! Puis derrière, en plus, ils ont enchaîné, ils ont fait Idonet. Tu te dis, wow! Qu'est-ce qui vous arrive? Doucement! Donc ouais, c'est vrai que l'armée, tu disais, merde, et puis ça avait de la gueule, quoi. C'est vraiment, ils ont tapé très fort d'un coup. Donc là, ils ont remis ces bateaux sur le devant de la scène, et c'est super plaisant. Ce qu'on attend hein, quand on joue contre du Caradron, voilà, si c'est pour jouer entre guillemets, voilà, c'est plaisant aussi d'avoir des gros Ironclad en face, d'avoir des tables un peu atypiques aussi. Si on aime on aime les belles tables, on n'a pas forcément envie de voir 80 mecs comme ça, mais ne serait-ce que 2 ballons comme ça, bon bah c'est cool, quoi, c'est beau. Le truc qui est plus gros que les décors, et passe pas. C'est clair. Et ça fait plaisir. Ça, voilà, je pense que c'est une des armées qui te permet le plus de sortir les behemoths. C'est que ce soit Flesh Eater ou Caradron, en fait Caradron va te permettre aussi de jouer plus de behemoths. Parce que la mécanique fait que c'est important. C'est ça, ouais, la mécanique tourne autour de ça, quoi. C'est clair. Ce qui n'est pas forcément le cas, de toute façon c'est logique d'embarcation. C'est logique qu'on retrouve pas ailleurs, quoi. Donc
c'est des mécaniques atypiques et puis c'est quand même bien voilà, que le BT tourne autour de ces gros behemoths, quoi. Ouais, c'est vraiment encore plus accentué qu'avant. Mmh. Avant, c'était un peu, mais là, c'est vraiment tu joues pas de bateau, il y a peut-être quelque chose que tu as pas compris dans le Battle Tome. Parce que vraiment, c'est surligné, c'est écrit en gras, jouer des bateaux, même si c'est juste du gunhauler, il faut jouer des bateaux. Le redéploiement, tout ce que ça t'offre en capacité Mmh. tactique, que tu n'avais pas avant. Là, tu as vraiment moyen, même en fin de tour, tu as fait un all-in dans un coin, et ben en fait, même en fin de tour, tu peux aller rechoper l'objet qui est à l'autre bout de la table parce que tu peux le faire Mmh. maintenant. Et ça, c'est top. C'est clair. Donc, bon, un BT qui a beaucoup changé en tout cas. Ouais. Est-ce que tu as une autre idée de liste Ouais, bah alors toujours pour rester, bah, on parlait des bateaux. Ouais. J'ai testé une liste contre un pote. Donc voilà, pour le moment, je ne sais pas trop ce que ça vaut. J'en ai fait qu'une avec, mais c'est vraiment une liste vraiment plus bateau avec 2 frégates, 2 gunhaulers Ouais. et voilà du petit tireur dedans, quelques ballons et le nouveau perso ballon. Ouais. Donc on arrive à peu près à 2000 points. Bon, par contre, c'est 10 pauses, je crois, parce que pas la place de prendre le bataillon. Mais par contre, c'est 4 bateaux, quoi. Et ça, c'est cool. Ça n'a pas de prix. Ça, c'est cool. Tu as 2 frégates avec les gunhaulers. Tu peux vraiment te balader partout sur la table. Euh, j'ai voulu pousser un peu chaque liste que j'ai testée. J'ai voulu prendre une seule mécanique du nouveau Battle Tome, la pousser à fond et dire ok, on réfléchit à une liste pour aller vraiment Dans un sens, quoi. que dans un sens pour voir tiens, est-ce que ça fonctionne. J'ai besoin de pratiquer un Mmh. peu les choses parce que le Battle Tome a vraiment trop changé et j'ai vraiment besoin d'aller au bout des choses et voir si c'est viable. Il n'y a pas assez de recul encore sur le Battle Tome. C'est clair. Voilà, la plupart des mecs qui ont fait des tournois, ils ont tous joué un peu la même liste en jouant un Ironclad et en faisant une pseudo-clown car. Donc ils n'ont pas spécialement pris trop de risques et ils sont allés sur le choix évident par rapport à tout ce qu'on a vécu en V1. Ok. Donc voilà, en tout cas, je pense qu'on est passé un petit peu maintenant sur l'ensemble voilà, des propositions de liste que tu avais. On a Ouais. revu les War Scrolls, ce qui était intéressant de prendre pour démarrer. Donc, pour conclure, clairement, c'est un BT qui a énormément changé. Même en termes d'entrée, voilà, on va pas du tout se diriger sur la même chose. Mais c'est un BT qui est extrêmement riche, donc il y a potentiellement beaucoup de trucs à tester, au minimum à tester. Et puis voilà, ça reste une armée qui est emblématique, qui dénote clairement du reste de la gamme. Donc voilà, allez-y, poussez. Si vous êtes un fan de steampunk, bon déjà il n'y a pas photo. Ouais, ici les seuls. Mais voilà, si vous avez envie d'être un peu différent des autres armées, c'est aussi une armée, c'est un choix un peu évident parce que des caradrons on en voit peu. Donc on peut toujours créer la surprise ou amener un peu de nouveauté dans son Ouais. groupe de potes. Et ça c'est plutôt cool. Après, c'est une armée pour le moment, le gameplay c'est un peu difficile à dire. Le seul truc qui est vraiment évident, c'est le redéploiement. Après, pour le moment, il y a un peu tout à faire et tout à tester en caradron. Donc c'est un peu l'Eldorado. Comme dans leur fleuve d'ailleurs, c'est le nouvel Eldorado des caradrons. Donc là, il y a vraiment tout à tester, tout à faire. Donc bah, il n'y a plus qu'à. C'est ça. Du coup, on aura peut-être l'occasion de te voir venir tester ici même, sur cette magnifique table. Eh ben, avec plaisir. Et ben voilà, c'est vendu. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ouais, Voilà, je pense aussi. parfait. En tout cas, je vous dis salut, salut! Bye bye.